Bonsoir à tous, jeudi 31 octobre, bienvenue dans le journal de TV78, 26 minutes d'actualité locale, voici les titres de cette édition. Elle s'est installée cet été dans la zone industrielle de Coignères. L'entreprise Carwatt transforme des véhicules thermiques industriels et de transport en électrique. La société travaille actuellement sur 2 grands projets, notamment en Tanzanie. Le week-end de la Toussaint débute ce soir, l'occasion d'aller rendre hommage à ces défunts. Et pour ceux qui ne pourront pas se rendre dans les cimetières, des sociétés spécialisées entretiennent les sépultures. Reportage à Maurepas. Et puis le portrait de la semaine aura un accent américain. La chef Cybèle réalise des plats gastronomiques et locavores. Ces produits proviennent de son potager en permaculture, un coin de terre installé à Gambay. Et puis à suivre aussi tout à l'heure, les jeunes engagés pour le climat avec une antenne de Youth for Climate qui s'est ouverte à Saint-Quentin en Yvelines. Cette information pour débuter, le suppléant de Nadia El, la députée LREM de la 11e circonscription des Yvelines, impliquée dans un trafic de drogue entre le Maroc et la France. Moussa Warous a été mis en examen pour importation, transport et détention de produits stupéfiants en bande organisée, ainsi qu'association de malfaiteurs. L'homme de 33 ans a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il conteste les faits pour le moment et a même déposé plusieurs plaintes pour diffamation à ce sujet. En réaction, Nadia El a affirmé être surprise par cette affaire. Elle ne dit avoir plus aucun contact avec lui depuis plusieurs mois en raison de désaccords politiques, mais croit cependant en la présomption d'innocence. On vous en parlait hier, le projet de fusion entre Fiat Chrysler qui est installé à Trappes en France et PSA qui discute donc d'une potentielle fusion. L'ambition, c'est de devenir le 4e groupe mondial automobile avec plus de 8 millions de véhicules vendus chaque année. Capital divisé à parts égales, le siège aux Pays-Bas. Un protocole d'accord doit être conclu d'ici les prochaines années. PSA également implanté dans les Yvelines avec 2 centres techniques à Vélizy et Carrières-sous-Poissy et une usine à Poissy qui compte 3600 salariés. Non loin des locaux de Fiat Chrysler France à Trappes, l'entrepôt de logistique de Kouné-Nagel. Une vingtaine d'employés de ce groupe spécialisé dans le service de stockage de pièces de rechange de camions et autobus étaient en grève aujourd'hui. Les salariés mobilisés dénoncent de mauvaises conditions de travail, mais aussi des salaires qui n'auraient pas évolué depuis plusieurs années. Les propos sont recueillis sur place par Aurélie Ronce. Depuis 10 ans, on a des augmentations qui sont en dessous de l'inflation. Donc le calcul il est simple, ça veut dire que notre pouvoir d'achat il diminue. Il faut savoir que dans cette entreprise qui appartient à un grand groupe international qui font des milliards de bénéfices, on n'a pas de prime d'intéressement, on n'a pas de prime de participation. On est pacifiste, on va dire, on est là, on veut juste se montrer comme quoi on est mécontent et au moins qu'on ait une discussion sérieuse avec les syndicats afin que le personnel soit récompensé à sa juste valeur. Les salariés prévoient d'autres journées de mobilisation s'ils ne sont pas entendus. Pas de commentaires du côté de la direction. Le service communication indique que des discussions sont en cours. C'est une nouvelle entreprise installée sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Carwatt est arrivé à Coignères en juillet dernier. Son activité transformait des véhicules thermiques en véhicules électriques. Une société en contrat avec des entreprises de safari en Tanzanie et aussi le groupe Air France. Les détails avec Nicolas Dandry. Sur ce véhicule, on a retiré le moteur thermique. C'est la spécialité de l'entreprise Carwatt, remplacer le moteur thermique par un système électrique. Une activité sur des véhicules lourds comme sur cette voiture de safari. Un moteur électrique, donc cette fois-ci c'est un aimant permanent avec son contrôleur moteur et tous les auxiliaires nécessaires à l'électrification d'un véhicule. Pour alimenter ce moteur électrique, on a besoin d'une batterie. Donc là je vous présente une batterie issue de seconde vie, une batterie reconfigurée. Ce projet véhicule électrique pour Safari atteint déjà plusieurs dizaines de commandes à venir. Une phase d'industrialisation en collaboration avec des entreprises en Tanzanie. Il y a déjà 4 kits d'électrification qui sont partis sur place, qui viennent d'être arrivés, ils viennent d'être dédouanés. Nos équipes techniques vont aller sur place pour les mettre en œuvre à partir de novembre. Né en 2014, Carwatt réutilise des batteries. Son principal fournisseur, le groupe Renault, avec des systèmes électriques de véhicules Zoé et Kangoo. En juillet 2019, elle décide de s'installer à Saint-Quentin en Yvelines. Il me paraissait pertinent d'aller dans ce que j'appellerais l'automotive valley. Les compétences, on les trouve localement. Alors, en plus des compétences humaines, il y a tout un tissu de petites sociétés, de la connectique, de la mécanique, de la transformation, qui pour nous est essentiel.
Autre type de production avec comme client le groupe Air France, l'équipement des véhicules présents sur les pistes d'aéroport, comme les tapis pour mettre les bagages dans les avions à partir de batteries Kangoo. On part d'une batterie Renault Kangoo de deuxième vie qu'on va démonter pour pouvoir récupérer une partie des modules. La société comptera 12 salariés à la fin de l'année. Son chiffre d'affaires va passer de 20 000 € fin 2018 à 500 000 € fin 2019. Le mouvement organise des grèves scolaires en réponse à l'appel de Greta Thunberg. Les jeunes sont engagés pour la défense de la planète au travers de Youth for Climate, initiative mondiale qui se décline à Saint-Quentin-en-Yvelines où un comité local a été lancé cette année. Pour en parler, Sacha Bourguet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 17 ans, vous êtes le cofondateur de ce comité local de Youth for Climate. Pourquoi le lancer à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors, on s'était réunis avec des amis pour la marche pour le climat le 25 mai. Marche mondiale pour le climat. Et une de nos amies, justement, faisait partie du mouvement Youth for Climate national. Elle était graphiste pour ce mouvement. Et on s'est dit justement que ce serait bien, à notre échelle, d'agir et pour ça, de créer un groupe local sur Saint-Quentin, puisqu'il n'y en avait pas encore. Donc l'idée a émergé de cette date le 25 mai dernier. C'était grève mondiale pour le climat, c'est ça ? C'est une date tournant pour vous ? Oui, c'est la date de la création. Et aujourd'hui, qui compose ce comité local ? Vous êtes lycéen, est-ce que ce sont essentiellement des lycéens ? Est-ce qu'il y a des étudiants d'université ? Est-ce que c'est un peu tout ça, finalement ? Alors, on est une quarantaine de jeunes, entre 14 et 25 ans. D'accord. Donc c'est assez élargi, mais c'est vrai que la majorité sont soit fin collège, soit lycéens, soit le début des études. Donc il y a également des collégiens, on peut s'engager très tôt dans Youth for Climate. Jusqu'à 4e, 3e. On est une quarantaine, donc, dont une vingtaine de vraiment actifs. Voilà. Et on lisait donc date fondatrice le 25 mai, c'est ça, où a émergé cette idée de créer le comité local ? C'est ça. On est quelques scouts dans le groupe, et donc en étant scout, on a toujours été assez sensibilisés à la cause. On est proche de la nature, on a l'habitude d'essayer de limiter notre consommation. Mais on se rend compte quand même que c'est de plus en plus médiatisé, l'urgence climatique. Et du coup, ça nous a paru vraiment important d'agir à notre échelle. À la marche du 25, on a rencontré des gens, on a pu discuter, des gens, partager nos expériences et ça permet de sensibiliser. Et on a été nous-mêmes sensibilisés lors de cette marche, de voir l'engagement de tant de personnes. On était presque 1000, il me semble. Et pourquoi justement les jeunes doivent se saisir de ces sujets, d'après vous, ce sujet du climat ? Je pense que absolument tout le monde doit faire des efforts à ce sujet, puisque d'ici une trentaine d'années, il peut y avoir des répercussions très graves, même en Europe, où généralement on se sent assez protégé. Et donc tout le monde doit agir, y compris les jeunes, pas seulement les adultes, sous prétexte qu'on est mineur et qu'on a moins de responsabilités, on ne doit pas ne pas agir. Et donc, du coup, en étant jeune, on est aussi dynamique, on est plongé dans les études et dans l'apprentissage. Du coup, c'est agir aussi pour votre futur. C'est ça, parce que nous, on va être touchés directement, mais même les adultes, finalement, à ce moment-là... Tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser, voilà, y compris les jeunes. Et vous le disiez, au travers de votre engagement chez les scouts, c'est une thématique, cette défense de l'environnement, de la planète, c'est une thématique qui vous est chère, c'est ça ? Ça vous vient depuis très jeune ? Beaucoup de valeurs, oui, sont communiquées au sein des scouts, la solidarité, la bienveillance et aussi le respect de la nature. Mais finalement, au-delà de la nature en elle-même, c'est l'humanité qu'on protège en luttant contre le réchauffement climatique, puisque il y a, pour donner quelques chiffres, par exemple, il y a une zone qui est actuellement habitée par 400 millions de Chinois qui sera potentiellement inhabitable à cause de sécheresse d'ici une cinquantaine d'années. Si le réchauffement climatique n'est pas... si on ne met pas en place d'énormes actions pour réduire nos émissions carbone. En Afrique également, les récoltes vont être divisées par 2 d'ici 2050 et la population aura été multipliée par 2. Et ça peut entraîner des vagues de migration climatique absolument énormes de centaines de millions de personnes. Donc il y a une urgence à agir. Vous, je crois que vous êtes éco-délégué, c'est ça, dans votre lycée à Montigny-le-Bretonneux. Expliquez-nous un peu ce que sont vos missions, justement. Alors, maintenant, dans beaucoup de lycées, il y a déjà
la direction qui met en place un système d'éco-délégation où dans chaque classe, il y a entre 1 et 3 personnes qui sont éco-déléguées et donc qui peuvent monter des projets dans leur lycée pour le climat. Donc, par exemple, faire des composts, essayer d'organiser des jours sans viande, le tri dans les classes. Il y a beaucoup de lycées qui le font, mais pas tous. Dans le mien, pas encore. Donc, finalement, c'est ces petites actions au sein d'un lycée qui peuvent aussi servir et s'étendre à un plus grand cercle, finalement. Ça. Mais surtout, dans mon lycée, il n'y avait pas, par exemple, d'éco-délégation mis en place à la base. Et il ne faut pas hésiter à aller voir la directrice, à lui dire qu'on veut mettre en place des projets pour le climat. Ensuite, à chercher nous-mêmes des éco-délégués dans les classes. Une fois que le conseil est monté, les directions, en général, nous suivent et nous aident dans nos projets. Et si on vient à l'antenne locale donc, de Youth for Climate, quel est le projet, quel projet vous allez développer là, dans les prochains mois ? À Youth for Climate, on fait des clean walks, donc du ramassage de déchets, et aussi l'intervention dans les écoles. On va aller dans les écoles primaires de Montigny. Et je pense que la sensibilisation, c'est vraiment un point extrêmement important pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque finalement, pour que des réformes très importantes soient mises en place, même par le gouvernement, il faut que les gens soient prêts à changer leur mode de vie. Et pour ça, c'est la sensibilisation qui est importante. Doit se faire dans les écoles. Une prochaine date de réunion sur laquelle vous vouliez communiquer également ? Oui, le 9 novembre, on se retrouve à 15h15 à la gare pour planifier l'année, parler de projets et accueillir toute nouvelle personne dans le groupe. On retrouve toutes les informations sur votre page Facebook qui s'est affichée à plusieurs reprises durant cet entretien. Merci Sacha Bourguet d'être passé en plateau. Merci de m'avoir invité. Et je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'antenne locale 50 ans en Yvelines de Youth for Climate. Un mot de santé pour apporter un suivi médical personnalisé à leurs patients. L'hôpital privé de l'Ouest parisien Attrape propose des soins de support. Ils permettent aux malades de cancer de discuter avec des professionnels de santé. Ces soins sont dispensés en début de prise en charge, pendant les traitements et aussi après. Rencontre avec des diététiciennes nutritionnistes, des psychologues, des kinésithérapeutes, des spécialistes qui sont à votre disposition pour pouvoir vous aider face à la lutte contre la pathologie. Les interviews au micro de Manon Varaldo. Les soins de support, ce sont l'ensemble des soins et traitements que l'on peut proposer à des patients cancéreux ou des patients atteints de maladies particulièrement graves, à côté des traitements spécifiques, que sont la chimiothérapie, les rayons, la chirurgie, etc. Donc ces soins de support permettent, pendant toute la durée de la prise en charge du patient, de lui apporter une aide. J'interviens pour tout ce qui concerne l'alimentation des patients, donc l'apport des aliments et aussi les apports hydriques. Quelle que soit la problématique, ça peut être une problématique avant opération, donc pour faire un bilan préopératoire, ça peut être une problématique de réalimentation après opération, ou ça peut être des effets secondaires des traitements de chimiothérapie ou d'hormonothérapie. Aujourd'hui, on sait que la part psychologique dans la prise en charge et l'accompagnement du cancer est vraiment importante. Pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, diminuer les angoisses, mais aussi essayer de limiter les affects dépressifs, c'est vraiment une part majeure. Ce soir, c'est le début du week-end prolongé de la Toussaint et Bison futé, voie rouge dans le sens des départs dans les Yvelines et dans toute l'île de France ce jeudi. Cela s'annonce également difficile sur les rails. À partir de demain, de vendredi à dimanche inclus, le trafic du RERC est interrompu. Aucun train ne circulera entre les gares de Saint-Quentin en Yvelines et des Invalides. Perturbation en raison des travaux de mise en accessibilité qui sont effectués en gare de Versailles-Rive-Gauche. Un service de bus de substitution sera mis en place à partir de la gare de Saint-Quentin avec une desserte des gares intermédiaires. Et en cette période de jours fériés, pas toujours facile de se rendre au cimetière pour entretenir la tombe d'un proche. Des sociétés se développent à travers la France pour le faire à votre place. Des interventions qui se déroulent également dans les Yvelines. Reportage de Mélanie Poquet à Morpas. Une petite photo pour replacer à l'identique. Pendant la demi-heure qui va suivre, Flavien va prendre soin de cette sépulture au cimetière de Morpas. Ici reposent les proches d'une famille francilienne. Cette sépulture, ça fait à peu près 3 ans qu'on intervient sur le cimetière de Morpas. J'ai envisagé ça comme ça. C'est une famille qui fait appel à nos services tous les mois. Donc nous passons tous les mois entretenir, fleurir la sépulture en fonction des fleurs qu'ils ont souhaité que l'on dispose sur la sépulture. Avec un associé, ils ont fondé une société spécialisée en 2008 basée dans les Bouches-du-Rhône. Une demande des clients liée à l'éloignement des familles ou de descendants âgés.
On a le sentiment que les familles ont de plus en plus besoin de préserver la mémoire de leurs proches disparus. Internet y est beaucoup pour cela, puisque aujourd'hui il est effectivement beaucoup plus facile et j'ai envie de dire que sociologiquement les gens sont plus aptes à acheter des prestations de services à distance. L'entreprise pratique environ 10 000 interventions par an. L'entretien d'une sépulture est obligatoire et une concession abandonnée peut être prise par la mairie. Les chefs Hélène Darroze et Philippe Etchebest à Versailles. Le programme culinaire Top Chef a installé ses caméras hier au domaine de Madame Elisabeth. L'émission sera diffusée courant avril. Les 6 candidats sur place ont du plancher sur le thème des pâtes, le domaine de Madame Elisabeth, où sont produits chaque année 2,5 tonnes de légumes grâce à son potager. Elle utilise justement son potager en permaculture depuis 6 ans. La chef Cybèle ravit les papilles à Boulogne-Billancourt pour aller encore plus loin dans sa démarche locavore au plus proche de la nature. Elle et son mari se sont installés à Gambais. Une rencontre signée Patrick Jacques de Dixmude et Marilène Yapichino. Chaque fois qu'elle en a besoin, Cybèle enfile ses bottes et part récolter ses denrées directement au potager. Mais ça c'est... Il n'y a rien autre comme ça, c'est vraiment, il y a l'odeur de la terre, il y a l'odeur de la carotte qui dégage quand on les enlève. Ce jardin a une particularité, il est entièrement en permaculture. Une production qui profite des ressources de la nature et se passe complètement de produits chimiques. Comme avec cette petite mare implantée au milieu pour attirer les grenouilles. Elles sont venues toutes seules. Hein. Et ce qu'elles font, elles se baladent dans le potager, elles vont manger les petites limaces et tout ça. C'est un insecticide naturel en fait, mais en rythme avec la nature. Depuis 1 an, la chef de cuisine et son mari se sont lancés dans cette aventure. Les premières récoltes ont été réalisées durant l'été et le domaine s'est ouvert à la clientèle en septembre. J'avais un potager quand j'étais gamine, en bio, entre guillemets. On appelait pas ça bio à l'époque. Hein. C'était juste normal, c'était naturel. Et c'est comme ça que je continue. Et ça, c'est une étape qui va encore plus loin. Il faut donner du plaisir à nous et surtout à nos clients, les gens qui consomment et qui participent, sortent avec nous cette aventure. Un projet d'abord imaginé sur le toit de leur restaurant à Boulogne-Billancourt, mais trop difficile à réaliser. Ils se sont alors mis en quête d'un lopin de terre dans la campagne francilienne et sont finalement tombés amoureux du domaine Les Bruyères à Gambais. Plus qu'un potager, ils y ont installé un restaurant gastronomique. La cuisine, c'est comme le potager, c'est une cuisine vivante. Rien déjà qu'avec à la vue, c'est une cuisine qui vit, quoi. C'est des plats qui vivent. Et après, quand on goûte ces plats, eh bien, c'est une cuisine qui apporte différentes saveurs, tout en gardant en fait le produit en bouche. Hop. Allez, en cuisine. Je suis aussi dans un engagement anti-gaspillage. Donc, par exemple, là, pour les petites carottes, je vais faire rôtir. Les plus grosses carottes, j'ai fait en jus. Et ensuite, j'ai réduit. Je vais faire une petite vinaigrette. C'est un peu sirupeux. Pour accompagner cette carotte rôtie, une ricotta maison et un oignon rose du jardin, chaque élément de la carotte est retravaillé. Avec les fans de carottes, j'ai fait un petit pistou. Même les fleurs de la carotte servent pour la décoration, accompagnées de capucines pour ajouter un goût poivré. Le but, c'est d'avoir une harmonie dans l'assiette, avoir différentes textures, différents goûts, pour qu'on ne s'ennuie pas. Et c'est comme un petit voyage avec tous les différents éléments. Et pour partager leur havre de paix jusqu'au bout, ils proposent 5 chambres d'hôtes qu'ils préfèrent nommer chambres de campagne, dont chacune porte un nom d'arbre, histoire de dormir dans un bouleau et déguster les plats de Cybèle directement issus du jardin. Cette exploitation a des élevages de vaches et de moutons. Pendant toutes les vacances, la ferme de Grignon organisait des Holy Farm Days, visite des lieux avec à la fin un jeu de dégustation de yaourt. Produit sur place, Nicolas Dandry a suivi la balade.
Ils ont choisi la ferme de Grignon pour une sortie pendant les vacances d'automne. Plusieurs visiteurs venus en famille à la découverte des conditions de vie des vaches de l'exploitation, notamment les 40 kilos de nourriture donnée à chaque bête par jour. La race Prime Holstein, pour la petite histoire, la Holstein est une région donc située entre l'Allemagne et la Hollande et on les appelle les Prime Holstein parce que ce sont les premières vaches à avoir été exportées vers l'étranger. Aujourd'hui, la Prime Holstein, c'est la race qu'on rencontre le plus souvent dans le monde parce que c'est celle qui produit le plus de lait. Contrairement à ce qu'on croit, une vache ne boit que de l'eau. Elle ne boit pas de lait, d'accord ? Ni de jus d'orange, on est d'accord. La rencontre avec les animaux se poursuit avec les veaux, élevés séparés de leur mère pour consommer du lait en bonne quantité. Il y a aussi la bergerie avec des brebis et leurs petits agneaux. J'ai vu un petit agneau qui tétait auprès de sa mère et quand je me suis approchée, il s'est enfui. Je trouvais ça très mignon. Direction ensuite la laiterie, le lieu où le lait est transformé en yaourt, crème fraîche ou mise en briques. On ne peut donc pas entrer à l'intérieur pour des raisons d'hygiène. Alors pour expliquer, l'idée c'est vraiment de réussir à reconstituer toutes les étapes de l'herbe au lait finalement et de l'herbe aux produits laitiers en définitive. Donc essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe avant d'avoir le yaourt servi sur la table directement. Après la visite de la ferme, place à un jeu sensoriel. Le but, déguster et deviner les saveurs et le parfum des yaourts produits à la ferme. Acide, c'est comme le citron. C'est comme le citron. Oui, est-ce que là ça te fait comme le citron quand tu manges du citron? Non? Donc c'est quoi là? Sucré? Moi je dirais marron-mangue à peu près. L'odeur elle est forte. Le goût il est sucré. De la cannelle, mais après pas grand chose. La ferme est ouverte au public tous les jours pour des visites libres durant toute l'année. Et même si les vacances de la Toussaint sont quasiment terminées, il reste encore un week-end prolongé. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. Vous venez en plateau pour vos idées de sortie loisirs du week-end et vous nous proposez cette semaine un rendez-vous royal. Et oui Grégory, ce week-end c'est le retour de la course royale, la course pédestre organisée par la commune de Fontenay-le-Fleury avec Versailles Grand Parc. Cette année, plus de 500 participants sont attendus à 10h sur la ligne de départ qui se trouve, elle, à la pièce d'eau des Suisses à Versailles. Alors pourquoi ne pas vous glisser parmi les 600 spectateurs le long du parcours? Quelques précisions avec l'adjoint au maire qui était l'invité de Michael Almidoro lundi 28 octobre. Et on traverse la plaine de Versailles, le parc du château de Versailles pour arriver dans la commune de Fontenay-le-Fleury. Il y a des petites complications, mais c'est beaucoup plus de plat et avec ce qu'on dit dans le jargon des coureurs, un petit casse-pattes comment à la fin de course pour leur faire voir que voilà, c'est pas non plus une partie de plaisir. Alors 2 épreuves au programme, un 10 km et une course nature de 20 km. Ouais, et puis il y a aussi une randonnée de marche nordique et une course pour enfants sur une distance de 2 km. Alors parmi les participants, vous pourrez voir passer des équipes un peu particulières puisque grâce à des joëlettes et des bénévoles de plusieurs associations, des personnes à mobilité réduite vont pouvoir concourir. C'est une course qui comprend l'esprit des joëlettes. C'est-à-dire que souvent quand on s'inscrit, les organisateurs nous disent « OK ». Mais vous vous mettez à l'arrière. Là, les organisateurs nous disent non, devant, on a compris l'esprit, c'est un partage. Les personnes en situation de handicap sont devant, peuvent faire profiter à tout le monde du fait de participer à cette course, donc c'est extraordinaire pour nous. Alors, il y aura plusieurs départs qui seront donnés dans la matinée. Du côté de Versailles, pour supporter les marcheurs, c'est à 9h45. Les 10 et 20 km s'élanceront à 10h. Et du côté de Fontenay-le-Fleury, les plus jeunes participants seront à supporter dès 9h30. Merci Mélanie. D'autres idées de sortie dans votre émission, c'est dans un instant le 7-8 loisirs sur TV78. À Croissy-sur-Seine, par exemple, c'est un bond dans le temps qui vous est proposé. Direction les années 70, la commune a choisi de présenter l'époque au travers des jouets. Une exposition à voir jusqu'au 2 février. Et on la découvre avec vous, Mélanie, mais aussi avec Mathilde Demilly. Donc là, moi, j'ai mon bateau. Voilà, je dis que c'est mon bateau parce que c'est vrai que c'est le bateau que j'ai eu, moi, dans les années... en 78, exactement, à Noël. On pourrait dire d'Éric Jousse qu'il est un grand enfant. Ce passionné collectionne des jouets de son enfance. De sa passion naissent des expositions, comme né en 70. Ça s'adresse à tout le monde.
Donc autant aux plus petits qu'aux aînés et aux gens qui ont vécu cette période-là en tant qu'enfants, pour montrer à leurs enfants avec quels jouets ils pouvaient jouer à l'époque des années 70. Immanquablement, vous êtes un petit peu pris au trip parce que c'est les jouets de votre enfance, en tout cas pour ce qui me concerne. Moi, c'était les petits soldats Airfix qui sont au premier étage, mais aussi vous avez la Lune qui est au-dessus de nous, donc tout un tas de choses qui vous rappellent des bons souvenirs. Un voyage dans le temps et dans l'espace. À l'aube des années 70, un événement a marqué la planète. Le premier pas de l'homme sur la Lune. Une inspiration pour créer l'exposition. On s'est dit, mais que faisaient les enfants à l'époque et à quoi ils jouaient ? On a voulu faire un focus à la fois en briques Lego sur cet événement majeur des années 70 sur l'homme qui a marché sur la Lune, mais aussi sur les jouets qui pouvaient accompagner ces enfants à l'époque à travers leurs loisirs et leurs plaisirs. Il ne reste plus qu'à enfiler vos tenues de spationautes et laissez-vous voyager. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Et puis en cette période d'Halloween, venez sauver les animaux des refuges hantés. De gentils petits monstres abandonnés attendent l'amour de leur future famille. La SPA les met en scène, comme ici pour les chiens et chats du refuge de plaisir. Ces refuges seront ouverts tout le week-end et aussi demain pour le 1er novembre afin de venir adopter ces animaux. Ouverture même en nocturne jusqu'à 19h ce soir à la SPA d'Orgeval. Et pour la fin de ce journal, justement, on se quitte avec ces images de ces gentils petits monstres. Merci d'avoir suivi cette édition. Belle soirée à tous sur TV78.